Donc, je vous remercie au nom d'Attaque, d'Etika, de l'ASTM et du collectif Stop Stafta Luxembourg. Nous vous souhaitons la bienvenue pour cette conférence qui traite d'un sujet qui a été abordé de manière générale déjà assez souvent à Luxembourg, puisqu'on va parler de TAFTA et de TTIP en général, mais sur un aspect qui a été par contre beaucoup moins, qui est les services financiers. Et on est content d'accueillir pour cette occasion donc Aline Fares, qui s'occupe de la coordination des campagnes pour, je ne sais pas si on va parler d'ONG ou de contre-lobby financier Finance Watch. Les deux. Voilà, c'est les deux. Donc, qui est une des rares organisations présentes à Bruxelles pour faire un contrepoids à l'immense lobby des institutions bancaires privées qui font extrêmement bien leur travail, d'autant plus que contrairement, vous le savez certainement, aux lobbies qui sont situés à K Street à Washington, les lobbies situés à Bruxelles n'ont même pas besoin de se déclarer, de dire combien de personnes y payent pour faire leur travail. Donc on sait pas, c'est juste que le combat est extrêmement inégal entre les personnes qui souhaitent on va dire, une finance au service de l'homme et de la société et une autre finance qui est plutôt au service d'une petite oligarchie. Mais bon, voilà, sans plus attendre, je vais donc céder la parole à Aline Fares, qui connaît bien le Luxembourg parce qu'elle y a travaillé au moins 2 ans, non? Plus même. Ouais, plus, 5 ans. 5, voilà. Et qui donc maintenant nous fait le plaisir de nous rendre visite. Donc, à tout à l'heure pour les questions. Si je parle là-dedans, vous m'entendez? Ouais, c'est bon. Bon, alors je vais un petit peu parler comme ça en attendant de m'installer correctement. Déjà, je suis très contente d'être là parce qu'effectivement, j'ai travaillé pendant 5 ans au Luxembourg et j'ai des anciens collègues qui sont dans la salle, ça fait plaisir. Chez Dexia Bill à l'époque. C'était entre 2002 et 2007. Et puis, j'ai ensuite... il y a aussi Nicole qui est là de la STM où j'ai été bénévole la dernière année où j'étais au Luxembourg. Et puis j'ai ensuite déménagé à Bruxelles, toujours au sein du groupe Dexia, dans lequel j'ai travaillé jusqu'à 2011, donc juste après la 2e faillite du groupe Dexia. Je suis partie une fois que le plan social a été négocié. Je ne suis pas forcément très très chère, mais bon, c'est comme ça m'arrangeait bien. Et donc pendant presque une année, je n'ai pas travaillé, c'est-à-dire que je n'ai pas été employée. J'ai beaucoup réfléchi, étudié les causes, les origines de la crise financière, parce que je n'avais pas du tout compris comment il avait été possible qu'une banque comme Dexia, notamment, s'écroule comme ça, que ça coûte autant aux contribuables. Enfin, ça me paraissait complètement fou. Je ne comprenais pas non plus pourquoi, après 10 ans dans une banque, je pouvais ne pas comprendre. Et donc, j'ai passé pas mal de temps à étudier. J'ai passé pas mal de temps aussi au sein de différents groupes associatifs, activistes de différentes sortes qui s'intéressaient de près ou de loin à la finance et à la dette publique. Et puis, pendant tout ce temps, ça a été les mois de la création, du lancement de Finance Watch, qui est donc l'ONG que je représente aujourd'hui, puisque c'est quand même avant tout une ONG, et qui a été créée en juin 2011, donc, suite à un appel assez désespéré de parlementaires européens. Ils étaient un peu plus de 200 à signer le premier appel qui a lancé la création de Finance Watch. Et cet appel, en fait, est venu parce que juste après l'explosion de la crise, et je vais revenir là-dessus, il y a eu une forte volonté politique, annoncée en tout cas, de re-réglementer la finance pour éviter qu'une telle catastrophe ne se reproduise. Et l'idée, c'est que les parlementaires, pour travailler sur ces réglementations très complexes, ils n'avaient pour alimenter le débat, alimenter leur réflexion en guise d'experts, quasi que des représentants du secteur financier lui-même. Alors forcément, ces représentants du secteur financier étaient un peu jugés partis dans le débat. Il manquait une voix experte, donc capable de comprendre et d'analyser les propositions législatives qui étaient mises sur la table par la Commission européenne, et puis d'en donner une analyse et mettre des recommandations du point de vue de la société, et pas des intérêts privés des organisations que ces réglementations étaient censées réguler.
Et donc c'était toute l'idée de la création de Finance Watch, créer une voix experte de la société civile qui fasse office de contre-lobby, comme certains nous décrivent, à Bruxelles. Ça a été dès le départ créé comme une organisation de membres, je vais y revenir un petit peu plus tard. Et donc, au tout début, il y a eu une, puis 2, puis 4, puis 5 personnes. Donc, la première année, ils ont tourné à 5 personnes. Ça a été assez intense, comme vous pouvez vous l'imaginer. Et puis, l'équipe a grandi à partir de l'été 2012. C'est là que moi, je l'ai rejoint au début de l'automne 2012. Et on est aujourd'hui 13 personnes. Pour l'essentiel, on est des anciens du secteur financier. On a aussi un ancien lobbyiste pour le secteur financier, on a 2 anciens régulateurs, un ancien journaliste du secteur financier. Enfin voilà, cette équipe est constituée de gens qui ont travaillé dans le secteur et qui donc sont reconnus d'une manière ou d'une autre comme des gens capables de comprendre les détails de réglementation, savoir de quoi ils ou elles parlent. Alors, on peut discuter très longuement sur ce sujet-là. On est nombreux à avoir la conviction que la finance et la réglementation de la finance ne peut pas rester un sujet d'experts, mais c'était une étape à franchir pour pouvoir permettre petit à petit une plus grande implication de différentes organisations de la société civile, des voix non expertes, dans ce débat dans lequel chacun de nous est absolument légitime. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais quand même vous parler des accords de libre-échange, je vais quand même vous parler du TTIP et d'autres accords de libre-échange. Mais je vais surtout, bien entendu, focaliser cette présentation sur les aspects qui concernent les services financiers et la finance en général. Et pour vous expliquer tous les enjeux que les accords de libre-échange et notamment le TTIP représentent par rapport à la nécessité de re-réglementer la finance et les enjeux que nous, on perçoit dans notre travail de tous les jours, de contre-lobbying, de voix expertes de la société civile, etc. Pour faire ça, je vais quand même rentrer dans un certain nombre d'explications qui ne seront pas longues, mais une analyse de la situation du secteur financier en Europe aujourd'hui, histoire de justifier un petit peu notre propos. Alors, avant de commencer, le TTIP, c'est un accord commercial que je vais expliquer brièvement. Mais il y a une première chose qui, je crois, est importante de garder à l'esprit, c'est que tout comme d'autres accords qui sont en cours de négociation ou en cours de ratification et qui sont du même ordre, par exemple le CETA, dont vous avez peut-être entendu parler, qui est un accord de libre-échange entre l'Union européenne et le Canada. Le TTIP, c'est accord de libre-échange entre l'Union européenne et les États-Unis. Il y a aussi le TISA, qui est un accord multilatéral de libre-échange sur les services seulement, entre une cinquantaine de pays. Cet accord commercial que la Commission européenne est occupée à négocier avec les États-Unis, donc le TTIP en particulier, il forme, il faut quand même le dire, un ensemble cohérent avec toute une série de politiques et de propositions législatives qui ont été proposées par la nouvelle Commission Juncker. Le TTIP, il a commencé avant que cette nouvelle commission soit en place, mais on voit avec cette nouvelle commission un renforcement d'un discours politique qui est quand même assez différent de celui de l'après-crise et qui va vers plus d'ouverture vers l'investissement privé, moins d'attention à de la réglementation contraignante telle que celle qu'on discutait juste après la crise, et une ouverture plus grande à l'appel aux capitaux financiers va de pair avec une protection de ces investissements privés. Et c'est ce type de protection et de mécanisme d'investissement facilité que permet le TTIP et que permettent d'autres accords de libre-échange. Tout ceci est mené dans un contexte de profonde crise économique et sociale, comme vous savez, avec l'espoir annoncé que ces accords de libre-échange, que, par exemple, pour la finance, l'union des marchés des capitaux, qui est vraiment un des projets emblématiques de la nouvelle commission, et d'autres initiatives, alimentent la croissance et l'emploi en Europe et ramènent la prospérité dans la zone européenne, dans l'Union européenne. Donc ça, c'est
brièvement le contexte. Les États européens, en fait, ont donné mandat à la Commission européenne de négocier ces accords avec les États-Unis. Donc c'est bien la Commission européenne qui est en charge. Et en fait, ce mandat le dit clairement, le TTIP, ce n'est pas seulement un accord de libre-échange comme on pouvait les comprendre auparavant avec des réductions de barrières douanières. Il n'y a plus beaucoup de barrières douanières entre les États-Unis et l'Europe. Et donc en fait, tout l'enjeu du TTIP, c'est autre chose. C'est de la réduction d'autres types de barrières qui sont des freins d'une manière ou d'une autre aux échanges commerciaux, au libre-échange, au commerce entre la zone européenne, donc pas la zone euro, mais l'Union européenne, pardon, et les États-Unis. Et parmi ces barrières, il y a des réglementations. Et donc le TTIP, c'est principalement du coup un accord qui vise à réduire les barrières réglementaires au commerce qui sont jugées non nécessaires. On a des formulations du type more burdensome than necessary, donc plus contraignantes que nécessaires. Réduire ces barrières pour faciliter le commerce entre les deux régions. Alors le problème, c'est que ces accords sont vendus à grand renfort d'annonces de bénéfices qui sont très discutables et du coup très discutés. Des bénéfices économiques en termes de croissance, en termes de revenus vous avez peut-être entendu le chiffre de quelques 450 € par citoyen européen, qui serait le résultat des accords de libre-échange, pardon ? C'est ça. Donc, une fois qu'on les étale sur la durée dont il est question, etc., il y a ETUI, qui est le centre de recherche des syndicats européens, qui a résumé ça, je trouve, de manière très claire. Il dit que ça représente un café par semaine et par citoyen européen. Donc des bénéfices assez conséquents, hein, n'est-ce pas ? Donc un café par semaine et par européen, sachant que ces prévisions, dont la Commission fait grand bruit, sont très incertaines. Donc on pourrait même se retrouver avec moins d'un café par semaine, peut-être un par mois, peut-être un par an. Le problème de l'autre côté, c'est qu'il y a des risques qui se réaliseront très certainement, très probablement. Et pour les services financiers, c'est la perspective que moi je prends, que je comprends et que je connais le mieux. Hein. Pour les services financiers, la problématique, c'est que le TTIP vise davantage de libéralisation des services financiers, alors qu'on le sait très bien, c'est un excès de libéralisation qui a conduit à la crise de 2008, avec le coût qu'on connaît et qu'on paye encore aujourd'hui. Et l'autre risque, qui se réalisera très probablement, et ça c'est vrai et c'est dénoncé par beaucoup d'organisations dans tous les secteurs, c'est un éloignement des décisions législatives par rapport au processus démocratique. Donc on va amener des décisions qui sont essentielles pour le fonctionnement de notre société, le fonctionnement de notre économie, encore plus loin que ce qu'elles ne sont aujourd'hui, du processus démocratique, du processus parlementaire, etc. Donc, comme je vous le disais, je vais me focaliser sur les services financiers dans le TTIP. Ça permettra quand même de vous donner un aperçu de la structure de l'accord, de ses objectifs, du processus de négociation, du processus décisionnel autour de ces accords. Voilà. Et puis, j'aborderai juste à la fin, brièvement, les autres accords en négociation. Mais vous verrez que le parallèle est assez évident et que nul besoin de comprendre ces accords dans les menus détails pour comprendre les enjeux, il me semble. Donc, après cette introduction, donc, je vais faire cette présentation en 3 parties. J'ai une petite demi-heure, Jean-Sébastien ? C'est ça ? Un peu plus ? Bon, je vais quand même essayer de tenir en une demi-heure parce que ça peut être intéressant d'avoir des échanges à la suite de ça. Donc, la première partie je l'ai intitulé « We will never return to banking as usual » parce que c'était une des annonces faites par un des membres du G20 ou le G20 lui-même en tant qu'institution en 2009. Et donc rappeler où nous en sommes, à quoi ressemble le secteur financier en Europe aujourd'hui. Je vous expliquerai ensuite pourquoi chez Finance Watch on se préoccupe du TTIP. Donc pourquoi est-ce qu'on se préoccupe de l'impact du TTIP et des autres accords de libre-échange sur les services financiers. Et puis parler un petit peu de la suite
du travail de différentes organisations, de l'agenda réglementaire et peut-être de comment chacun d'entre vous et chacune d'entre vous et vos organisations respectives peuvent s'engager dans ce débat. Si ce n'est pas déjà fait, j'imagine que c'est déjà le cas de certains. Donc, pour commencer, un petit rappel de ces fameuses annonces d'après la crise. Je ne sais pas si vous vous rappelez, donc il y a eu le septembre 2008 avec la chute de Lehman, ça a été quand même un choc assez énorme. Et on a parlé de beaucoup de choses à ce moment-là. On a parlé des sauvetages, de leur montant, du coût pour les finances publiques, du coup pour l'économie, parce que ça a été suivi immédiatement de ce qu'on a appelé le credit crunch, donc le fait que les banques arrêtent de prêter à l'économie réelle, aux entreprises, aux particuliers. Ça a été suivi aussi par un grand débat sur les paradis fiscaux et le rôle que jouaient les paradis fiscaux, etc., etc. Donc il y a eu vraiment un choc assez violent. Je me rappelle chez Dexia, c'était particulièrement violent, puisque ça a été la première banque à faire faillite en Europe, si je ne me trompe pas. Et la première banque à être sauvée par les autorités publiques, à renfort de quelques dizaines de milliards d'euros. Et donc, immédiatement, ou assez rapidement après ça, c'était notamment à Pittsburgh en 2009, les grands et grandes de ce monde, rassemblés lors du sommet de Pittsburgh, donc le sommet du G20, ont fait toute une série, et puis juste après, on fait toute une série d'annonces qui donnaient espoir que la réponse réglementaire allait être forte et qu'on allait éviter ce genre de catastrophe à l'avenir. We will not allow a return to banking as usual. Donc oui, c'était Pittsburgh Leaders Statement, donc une annonce du G20 dans son ensemble. History cannot be allowed to repeat itself. C'était Barack Obama. Nothing less than a global change is required. Gordon Brown et Nicolas Sarkozy. We must show zero tolerance for any return to the bad old days. Or bad old ways. Du président de la commission Barroso. Et en fait, ce que je vais vous expliquer, c'est que si on regarde la situation aujourd'hui, malheureusement, presque rien n'a changé. Et non seulement presque rien n'a changé dans la structure, les activités, le fonctionnement du système financier et de ses plus grandes institutions, mais pire, il y a eu un certain nombre de mécanismes qui ont été mis en place qui font croire que nous sommes à l'abri alors que nous ne le sommes pas. Et peut-être encore pire, il y a de plus en plus d'économistes, d'analystes du secteur qui disent qu'une prochaine bulle est en cours de formation et pourrait exploser. Alors, ce n'est pas pour agiter un espèce de drame très prochain, de catastrophe très prochaine, mais bon, ça montre qu'on est loin d'avoir résolu les causes fondamentales et les raisons fondamentales de la crise. Donc pourquoi est-ce que le système financier pose toujours tellement de problèmes, à mon sens, à notre sens, 7 ans après la crise ? La première raison, c'est qu'il est beaucoup trop grand. Si vous regardez juste la taille des banques européennes mises toutes ensemble, donc c'est Eurostat 2012, alors vous me direz c'est peut-être un petit peu vieux, j'aurais peut-être pu prendre la peine de les mettre à jour, mais bon, globalement, on n'est pas très loin aujourd'hui. 46 000 milliards, soit 350% du PIB européen. Alors, vous me direz, qu'est-ce que ça peut bien faire ? Il y a une première chose qu'il faut se dire, c'est que le secteur bancaire, il est censé être au service de l'économie réelle. Donc, pourquoi serait-il 3,5 fois plus grand que l'économie réelle qu'il est censé servir ? Ça pose déjà une première grande question. La deuxième chose, c'est que si ce système a un problème, les montants en jeu sont énormes, et on l'a vu avec la crise, et donc dépasse très largement la capacité de production de richesse annuelle d'un pays ou d'une zone comme la zone euro. Les sauvetages bancaires européens au niveau donc de l'ensemble des États membres, ça représentait 13% du PIB européen en 2008. Donc c'est des montants vraiment conséquents. Et vu la façon dont les États européens ont choisi de gérer la crise, donc par les politiques d'austérité pour absorber l'endettement des pays, on voit ce que ça peut avoir comme conséquences dramatiques. L'autre gros problème du secteur financier, donc là encore je me focalise sur le secteur bancaire, mais vous verrez ensuite, c'est pour une raison bien précise. Dans une large mesure, le secteur n'est pas au service de l'économie réelle.
Il y a en Europe seulement 28% du bilan des banques qui est dédié à l'économie réelle. Alors c'est un petit peu un raccourci, me direz-vous, mais bon, je peux quand même justifier mes chiffres. Les 28%, donc c'est des données de la Banque Centrale Européenne, ce sont les crédits octroyés par les banques à des ménages et à des entreprises non financières. Donc ça veut dire que tout le reste, c'est soit du crédit à des entreprises financières, soit d'autres activités. Dans une très large mesure, ce sont d'autres activités, ce sont des activités de marché. Alors, dans les activités de marché, il y a une part qui sert l'économie réelle. Mais vous allez voir qu'en fait, cette part, elle est très très limitée et on prétend qu'elle ne saurait être au-delà de 10%. Si on regarde par exemple le marché des changes, les marchés monétaires internationaux, et qu'on le compare à la taille des échanges internationaux, les échanges commerciaux internationaux, la grande justification du marché d'échange en monnaie, donc par exemple échange d'euros contre dollars, c'est pour soutenir des échanges commerciaux. Vous êtes d'accord? Une entreprise va vendre ses produits, une entreprise européenne vend ses produits aux États-Unis, va peut-être être payée dans 3 mois. Elle veut être sûre que le montant en dollars qu'elle va percevoir dans 3 mois correspond bien à la valeur en euros d'aujourd'hui. Par exemple, si c'était 100 euros la facture, donc 100 $ qui lui sera payé, elle veut être sûre que les 100 $ qui lui seront payés dans 3 mois ne vaudront pas 90 € demain. Et donc, du coup, pour se couvrir, elle va passer via le marché d'échange par des produits dérivés, etc. Mais bon, voilà. L'important, c'est que le marché d'échange est là pour permettre un échange de monnaie, pour permettre des échanges commerciaux entre différentes zones monétaires. Or, la taille du marché d'échange, du commerce international, des volumes du commerce international, comparé au volume du marché d'échange, c'est seulement 4%. Donc, à quoi servent les 96% restants? Je ne suis pas en train de dire qu'ils servent absolument à rien, mais il y a peut-être une question à se poser quand même sur est-ce qu'on a vraiment besoin de ces 96%. Si on regarde le marché des produits dérivés, donc les produits dérivés sont des contrats entre deux acteurs qui veulent se couvrir contre l'occurrence d'un risque. Et donc, par exemple, ça peut être des dérivés, donc des contrats pour se couvrir contre un risque de change. Dans l'exemple que je prenais tout à l'heure, par exemple, l'entreprise européenne va se couvrir contre le risque d'évolution du taux du dollar et voudra s'assurer que ces 100 € qui valent 100 $ aujourd'hui, les 100 $ qui seront payés vaudront toujours 100 € demain. Et donc, elle va probablement passer par une banque qui va prendre ce risque pour elle. Et donc, si jamais demain, les 100 $ valent 110 €, le bénéfice sera pour la banque. Si jamais ils valent 90 €, la perte sera pour la banque. C'est à ça que sert un produit dérivé. Mais là, je vous décris un produit dérivé vraiment de base. Et finalement, ce type de produit dérivé, donc ceux qui impliquent une société commerciale qui cherche à couvrir une activité a priori réelle, liée immédiatement à l'économie réelle, c'est seulement 7%. Et c'est la Banque des règlements internationaux qui fournit ces données. Donc 7% des contrats de dérivés impliquent au moins d'un côté une compagnie, une société non financière. Si on regarde maintenant d'autres indicateurs, le graphique de droite, là ce sont les non-equity securities, donc c'est globalement les émissions obligataires. Donc en gros, une émission obligataire, c'est une émission de dette sur les marchés financiers. Donc vous n'allez pas emprunter via une banque, vous allez emprunter via les marchés. Par exemple, une entreprise, pour emprunter 1000, peut choisir d'émettre 1000 sur les marchés en disant, voilà, je fais 100 parts de 10 € qui me les achètent, et ensuite les acquéreurs de chacune de ces parts de 10 € peuvent les échanger sur les marchés. La dette de l'entreprise vis-à-vis des détenteurs de l'obligation sera de 10 € pour chacun des détenteurs, mais ces détenteurs peuvent changer avec le temps. Alors que dans le cadre d'un crédit standard, le crédit il est conclu avec la banque et voilà. Mais une obligation, c'est ça, c'est un titre de dette en fait. Donc, ici, ce que vous voyez sur le graphique de droite, c'est des titres de dette. Alors, il y a la partie en vert, c'est
Non-financial corporations. Donc ce sont des entreprises non financières qui émettent de la dette. Tout le reste, c'est autre chose. Alors bien sûr, il y a une grosse partie, surtout depuis la crise, qui vient des gouvernements, qui émettent de la dette. Vous avez peut-être entendu parler des govies, donc des émissions obligataires faites par les États pour financer leur budget, en gros. Et puis les sociétés financières, c'est les parties bleues et rouges. Donc vous voyez que là aussi, si on prend l'économie réelle au sens de les entreprises non financières et les ménages, on est à moins de 10% de nouveau. Et donc globalement, si on revient à ce schéma, vous avez 28% des activités des banques en termes d'activités de crédit qui sont dédiées à l'économie réelle, et dans les 72% restants, vous avez probablement moins de 10% qui est dédié à l'économie réelle. Donc si on est à la grosse louche, qu'on fait 28, disons 30 plus 10, ça fait moins de 40% des activités des banques qui sont, et donc des marchés, puisque pour l'essentiel, et ça je vais le montrer, les banques sont celles qui font les marchés, qui ne sont pas dédiés à servir l'économie réelle. Et c'est encore le cas aujourd'hui, malgré l'explosion de la crise. Ce que je voulais montrer aussi par ces graphiques sur l'inflation des marchés financiers, c'est que, d'accord, d'abord, vous voyez, c'est des courbes exponentielles qu'on voit. Ça commence dans les deux cas. Non, pas dans les deux cas. Côté bond, ça commence fin des années 80. Ici, ça commence fin des années 90. Mais vous voyez qu'à partir de la fin des années 90, dans les deux cas, c'est pareil. On a une courbe exponentielle jusqu'au moment de la crise. Bon, là, la courbe, elle s'est un petit peu ralentie en global. Ici, ça avait carrément un petit peu diminué, mais bon, on est reparti, quoi. Donc, on n'est pas du tout dans un scénario où il y a eu une déflation des volumes des marchés financiers, et notamment des activités non dédiées à l'économie réelle. Les choses continuent comme avant. Le problème est que c'est finalement cette inflation des marchés financiers, cette inflation de cette partie des activités qui ne sont pas corrélées à l'activité réelle, à l'économie réelle, qui a conduit, drivé, c'est pas français ça, qui a mené l'explosion de la taille des grandes banques qui dominent le système financier international et européen. Et en fait, on le voit quand on regarde la structure de leur bilan, de manière très schématique. Elle a évolué au fur et à mesure de l'évolution de cette courbe que vous voyez, donc qui est une courbe schématique, mais qui reprend en gros la courbe de l'évolution des marchés dérivés que je vous ai montré tout à l'heure, la courbe des marchés obligataires, et on peut faire la même chose sur, a priori, tous les types de titres financiers qui sont échangés sur les marchés. Mais bon, là, vous avez l'essentiel. À gauche, vous avez une structure bilantaire de banques traditionnelles. Et à droite, vous avez la structure bilantaire des banques telles qu'elles sont aujourd'hui. Je parle des grosses banques qui dominent en Europe et au niveau international. Donc en gros, ici, vous avez, ça c'est le côté actif, donc ce sont les crédits en bleu qui sont octroyés à l'économie réelle. Et puis la partie orange, ça va être de la détention de titres financiers, des obligations d'État, mais ça peut être aussi des actions, ça peut être aussi du portage de titres dans le cadre d'activités de conseil auprès de grosses entreprises, ou certaines formes d'activités de banque d'investissement, mais qui, tant qu'elles restent très focalisées sur l'économie réelle, n'a pas de raison de devenir plus grosse que ça. Donc l'important, c'est quand même que la partie bleue prédomine, crédit à l'économie réelle, et à droite, vous avez comment cette activité est financée. Donc ici, c'est le capital de la banque, en noir. En bleu, vous avez les dépôts des entreprises, des ménages. Et puis, en rouge, vous pouvez avoir une part plus ou moins conséquente, mais qui n'est pas majoritaire, de financement par de l'emprunt, soit à d'autres banques, soit sur les marchés financiers, ou bien aux banques centrales, par exemple. Et puis alors, au fur et à mesure où on a vu l'explosion des marchés financiers, la taille orange, en fait, elle a fait qu'augmenter. Et c'est celle-là qui a augmenté. La partie bleue, elle a augmenté grosso modo avec le rythme de croissance de l'économie réelle. La partie orange-rouge, elle a suivi une augmentation exponentielle. Et c'est toujours le cas aujourd'hui. Et les grosses banques
ont toujours cette tête-là aujourd'hui. Et en fait, c'est bien naturel, parce qu'en fait, les grosses banques sont les acteurs des marchés financiers. Pour vous donner juste un exemple, par exemple, il y a l'ISDA, donc, qui est l'Association internationale des dérivés, qui a ce chiffre qui dit que 14 des plus grosses banques mondiales détiennent 85% du marché des dérivés. Donc quand on oppose les banques d'un côté et les marchés des capitaux de l'autre, on fait un terrible raccourci, et même c'est pas correct. Les grosses banques sont les acteurs des marchés. C'est elles qui émettent ou qui sont les intermédiaires de l'émission de l'essentiel des titres financiers qui sont échangés. Et elles en détiennent beaucoup via leurs activités de banque d'investissement. Je ne vais pas m'étendre sur le sujet maintenant, mais c'était plus pour vous montrer, illustrer les différents problèmes qu'on identifie dans le secteur financier aujourd'hui. Si ça vous intéresse, j'ai fait dans le cadre de mes activités chez Finance Watch un séminaire en ligne, un webinaire, il est en anglais, sur les activités de banque d'investissement qui explique avec plus de détails, mais sans que ce soit trop compliqué, quelles sont les activités qui sont conduites dans ce bloc orange et pourquoi ça pose problème. Et donc les grosses banques qui ont cette forme-là aujourd'hui, ce sont elles qui dominent les marchés financiers, ce sont elles qui dominent le secteur financier aujourd'hui, et qui menacent en permanence finalement la stabilité du système financier. Et du coup les finances publiques, et du coup les citoyens, l'économie, la société, enfin comme on l'a vu maintenant. Pourquoi est-ce qu'elles sont menaçantes? Parce qu'en fait, donc ça c'est juste une représentation graphique, ne faites pas attention aux 61%, c'est juste le chiffre qui correspond en gros, en tout cas en partie à la partie orange foncé, là à droite, mais pas tout à fait, c'est seulement une partie. 61% en fait c'est la taille en moyenne du financement de marché sur lequel se basent les banques en Europe en fait. Et comme c'est du financement de marché, c'est du financement qui est octroyé par d'autres banques ou par des sociétés d'investissement, des sociétés financières diverses, des fonds. Et donc en fait, ce qu'on trouve à droite, donc en source de financement dans une banque, se retrouve en actifs, dans les actifs financiers détenus dans une autre banque ou dans un fonds. Et donc du coup, s'il y a une banque qui fait défaut, eh bien, il y a un effet de chaîne, un effet d'entraînement qui est immédiat et qui est accentué par le fait que toutes ces grosses institutions, et notamment les grosses institutions bancaires, sont exposées au même risque. Donc en fait, quand il y a une crise, qu'elle soit au niveau d'une seule institution, et donc dans ces cas-là, il y a diffusion à l'ensemble du système, ou qu'elle soit sur un secteur d'activité, un type d'actif, elle se diffuse à l'ensemble du secteur et donc va affecter toutes ces grosses institutions qui dominent le marché, mais également les petites, et nous affecter au final. Et ça, c'est un problème, et c'est probablement le plus gros problème qui reste complètement irrésolu, ou quasi complètement irrésolu par les réglementations qui ont été mises en place après la crise. Je mentionnais tout à l'heure le fait que un des dangers des propositions réglementaires qui ont été mises en place et des réglementations qui ont été mises en place après 2008 au niveau européen, c'est qu'elles donnent une impression de sécurité, alors que nous ne sommes pas en sécurité et que le système financier n'est pas encore stabilisé, remis en ordre et ne nous laisse pas hors de danger. Et en plus pas au service de la société et de l'économie. Et un des exemples marquants, c'est l'union bancaire, qui était un des gros projets de la commission précédente et qui, en soi, était une intention très intéressante. Il y a des mécanismes qui sont intéressants et louables dans l'union bancaire. C'est un ensemble, en fait, c'est la grosse partie jaune en haut, là, le haut de la maison, dans lequel on va trouver une amélioration des mécanismes de supervision du secteur bancaire européen. On va trouver la mise en place de mécanismes de résolution, de gestion et de résolution des crises, la mise en place notamment d'un fonds de résolution, donc qui soit là qui va être contribué au fur et à mesure du temps et qui soit là pour payer en cas de crise avant qu'on ait à faire appel à qui que ce soit d'autre et notamment les États. Bref, tout ceci, c'est un ensemble de mécanismes qui permettent de prévenir les crises
et de mettre les finances publiques à l'abri en cas de crise, de permettre qu'il y ait une plus grande part des pertes qui soient absorbées par le système lui-même. C'est renforcé en théorie par le Capital Requirement Directive, donc CRD 4, quatrième du genre, qui a été voté il y a quelques temps déjà, qui vise à augmenter la capacité d'absorption des pertes. Et donc ceci forme un ensemble pour améliorer le tout. Mais le problème, c'est qu'on n'a pas revu la structure des banques, pas encore. Il y a un texte de loi qui est en cours de discussion, qui va être voté bientôt, mais qui s'est vu, qui est parti d'une ambition comme ça, puis on en est à peu près au plancher là. Donc il va en gros quasi rien changer dans la structure des banques européennes. Et le problème, c'est que s'il y a une crise qui est de trop grande ampleur, qui menace de toucher une ou plusieurs grosses banques, tous les mécanismes qui ont été mis en place là, ils ne seront pas suffisants. Le fonds de résolution, dans quelques années, il sera à 55 milliards d'euros. Une seule grosse banque en Europe, c'est parmi les 15 plus grosses, c'est entre 1000 et 2000 milliards d'euros de bilan, chacune. Vous avez vu les 46 000 milliards pour l'ensemble du système. Donc, juste pour vous donner une illustration, on est sur des ordres de grandeur et le problème de l'interconnexion aussi fait que ça ne marchera pas dans le cas d'une crise majeure et on va devoir de nouveau faire appel aux finances publiques. Voilà, je pense que vous avez à peu près compris mon point qu'on est loin d'avoir résolu le problème, tous les problèmes identifiés et mis en évidence avec la crise. Et une des raisons principales, c'est que tout le processus réglementaire, depuis le début, il a été soumis à des pressions constantes, nombreuses, répétées, continues, encore aujourd'hui, du lobby financier, des lobbies financiers, donc tous les représentants des intérêts des banques, des sociétés d'investissement, des sociétés de bourse, etc., etc., etc. Tous les acteurs des services financiers ont été extrêmement présents dans toute l'élaboration du processus réglementaire depuis 2008. Alors, ils auraient été stupides de ne pas le faire, parce que le processus réglementaire est fait de telle sorte qu'il y a des mécanismes de consultation, que les autorités, particulièrement la Commission européenne, font appel à ce qu'ils appellent des stakeholders, donc les parties prenantes. Et puis, pas de chance, dans le système financier, il y a une surreprésentation des intérêts privés par rapport à l'intérêt général. Mais je reviendrai un petit peu là-dessus. Donc, en résumé, il reste beaucoup à faire pour régler les problèmes révélés par la crise. Encore plus pour repenser le système financier, parce que ça n'a même pas été commencé du point de vue réglementaire ou du point de vue politique, pour refonder un système financier qui soit au service de la société et de l'économie. Et donc, le TTIP et d'autres initiatives, d'autres accords de libre-échange, d'autres initiatives politiques comme l'Union des marchés des capitaux, sur laquelle je pourrais revenir si vous le souhaitez au moment des questions, sont un autre pas dans la mauvaise direction. En gros, avec ces initiatives, on va s'éloigner encore plus de tout ce qu'il aurait fallu faire pour remettre de l'ordre dans ce service financier, dans ce secteur financier. Alors, pourquoi est-ce qu'on se préoccupe du TTIP ? D'abord, pour vous expliquer un peu le lien entre... c'est quoi le TTIP et les liens entre TTIP et services financiers. Il y a 3 gros blocs dans ces accords. Il y a ce qui est appelé... Alors, je suis désolée, je fais en général mes slides en anglais, j'espère que ça ne vous embête pas trop, mais je vais les traduire au fur et à mesure. Donc, le premier pilier, c'est ce qu'on appelle market access. Bon, comme ça vous donne un peu le jargon européen, le jargon trade sur ces sujets-là. Donc, market access, c'est l'ouverture des marchés. Donc, c'est toute la partie libéralisation. Alors, sur les services financiers, comme je vous le disais tout à l'heure, il y a très peu à libéraliser. Et comme l'ont écrit de nombreux politiques, que ce soit des parlementaires, des gens de la Commission ou d'autres personnes, d'autres institutions, finalement, l'intérêt en ce qui concerne les services financiers n'est pas dans les market access rules, parce qu'il y a très peu à faire, on ne va pas y gagner grand-chose, en fait. Mais bon, en gros, c'est ça la partie accord de libre-échange traditionnel. Au minimum, nous, ce qu'on en demande,
ce serait de faire un moratoire sur la libéralisation des services financiers en disant on sait, et on ne le sait pas juste parce que ça nous est venu comme ça au détour d'une balade, on sait par de la recherche académique, par de nombreuses analyses qui ont été conduites par des institutions publiques, par des superviseurs, par des régulateurs, par des think tanks divers et variés. On le sait, les causes de la crise, c'est une libéralisation excessive des marchés financiers. Et donc là, ce que le TTIP est en train de nous dire, on va libéraliser encore un petit peu plus ce qu'on peut, parce que c'est l'objectif de ces accords de libre-échange. À minima, même s'il n'y a plus grand-chose à libéraliser, il faudrait peut-être d'abord faire l'évaluation des libéralisations passées, voir exactement ce que ça nous a coûté, et puis peut-être après, on pourra penser si c'est encore pertinent à libéraliser davantage. Ce n'est pas la direction que les choses prennent. Et c'est notre premier gros problème sur le TTIP en ce qui concerne les services financiers. Ensuite, il y a tout le volet coopération réglementaire. Alors, je vais faire un petit aparté, c'est quand même assez amusant, parce que, enfin amusant ou triste, je ne sais pas, mais coopération réglementaire, ça vous inspire quoi? C'est positif quand même. Coopération, réglementation, c'est plutôt des choses bonnes. Et c'est assez amusant de voir ce qui est là-dedans par rapport au nom que ça porte. Donc oui, c'est vrai que dans l'intention, coopération réglementaire, l'idée c'est dans tous les secteurs, si possible. Alors, les États-Unis ne voudraient pas voir les services financiers, ce qui est un autre aspect assez intéressant sur lequel je vais revenir. Mais dans tous les secteurs, l'idée, c'est de mettre en place des mécanismes de coopération entre les régulateurs américains et les régulateurs européens pour faire en sorte qu'il y ait le moins de divergences possible entre les réglementations mises en place des deux côtés de l'Atlantique, pour éviter qu'il y ait des coûts excessifs. Alors on nous sort par exemple les normes d'étiquetage comme exemple, les normes d'emballage, les formes des prises, des choses comme ça. Soit, pourquoi pas, on est tous embêtés par des chargeurs de tailles différentes, on est embêtés par des étiquetages qu'on ne comprend pas forcément, qui ne sont pas les mêmes de part et d'autre. Pourquoi pas en vérité. Pour ce qui concerne les services financiers, ce n'est pas des sujets d'étiquetage. Ce n'est pas des sujets de taille de prise, c'est des sujets de standards réglementaires qui, s'ils ne sont pas les mêmes des deux côtés de l'Atlantique, vont coûter aux opérateurs des marchés financiers, vont coûter aux grosses banques parce qu'elles vont devoir se conformer à des standards différents de part et d'autre. Mais quand on y pense, d'abord, il n'est pas du tout évident que des standards qui soient les mêmes partout, ce soit mieux pour la stabilité du système. Il y a certaines études qui montrent que c'est plutôt le contraire. Parce que si c'est les mêmes standards partout, on va avoir l'émergence d'acteurs similaires partout et donc probablement des réactions qui seront les mêmes en cas de crise. Mais bon, ce problème mis à part, s'il y a des réglementations qui sont différentes, c'est parce qu'elles sont l'émanation de populations qui ont exprimé des désirs, des besoins, des craintes qui sont différents, qui sont l'émanation de processus démocratiques qui ne sont pas forcément les mêmes et qui font que oui, il y a certaines disparités à la fois dans les processus réglementaires, à la fois dans les besoins qui sont exprimés par les sociétés de ces différents pays, à la fois dans la façon dont les processus politiques transcrivent ces besoins, ces souhaits, ces craintes, etc. Donc il y a certaines divergences réglementaires qui ont du sens du point de vue de la société, qui sont la résultante de processus démocratiques normaux. Et donc, si on parle de coopération réglementaire, c'est pourquoi? Est-ce que c'est pour mettre à plat certaines décisions qui ont été prises à l'issue d'un processus démocratique, pour revenir dessus? Par exemple, pour vous donner une illustration sur les services financiers, et pour vous expliquer pourquoi les États-Unis ne veulent pas de cette coopération réglementaire. Alors, il y a un aspect procédural, c'est que les processus réglementaires en Europe, ça prend beaucoup plus de temps, par nature. Et donc les États-Unis ne veulent pas forcément être pris dans le temps administratif européen. Mais il y a aussi le fait que la crise financière aux États-Unis, elle a été encore plus spectaculaire qu'en Europe. Et donc leur réponse réglementaire, elle a été un petit peu plus ambitieuse pour l'instant. Et donc ils craignent que certaines de leurs réglementations, que ce soit des réglementations sur le capital, sur les activités bancaires, ne soient remises en question par un processus de coopération réglementaire où il y aurait des
des intérêts privés qui viendraient dire, bon bah écoutez, là, les standards différents de part et d'autre de l'Atlantique, ça nous coûte quand même sacrément cher, ce serait peut-être bien de reconsidérer tel et tel aspect parce qu'on pense que c'est pas bon pour la convergence réglementaire entre les deux zones. Et c'est donc pas bon pour le commerce, c'est pas bon pour la compétitivité des entreprises européennes aux États-Unis, et donc ça correspond pas aux ambitions du TTIP. Donc revenons dessus. C'est ce que la coopération réglementaire devrait rendre possible. Alors hier, j'étais à une de ces grands événements qui sont organisés par la Commission européenne. Ça fait déjà une demi-heure que je parle. J'ai pas fini. Je vais prendre un peu plus qu'une demi-heure. Je vais essayer de parler encore un petit quart d'heure, pas plus, 10 minutes, un quart d'heure. Il y avait un grand événement qui était organisé par la Commission européenne. Donc, comme ils ont été très, très violemment attaqués, à juste titre, pour le manque de transparence de ces négociations qui nous concernent tous, ils ont mis en place tout un tas de mécanismes de publication sur Internet, d'informations régulières, etc. Et ce qu'ils appellent des stakeholder events. Donc, c'est des moments où, après un round de négociations, les négociateurs européens viennent présenter qu'est-ce qui a été discuté avec les Américains, alors c'est dans les grandes lignes, hein, qu'est-ce qui a été discuté avec les Américains, où on en est des négociations, puis ils sont là pour répondre aux questions. Et bien entendu, je posais les mêmes questions que d'habitude sur les services financiers, les craintes qu'on a par rapport à la convergence réglementaire. Et bien entendu, on m'a expliqué que on ne voyait pas pourquoi on était inquiet. Bien entendu, il va de soi que la convergence réglementaire, c'est pour le mieux, mais vous comprenez, on ne peut pas mettre que noir sur blanc dans un accord de libre-échange que la convergence réglementaire a pour premier objectif un mieux-être des citoyens européens, parce qu'on est quand même dans un accord de libre-échange et que ce n'est pas le premier objet d'un accord de libre-échange. Et c'est exactement notre problème par rapport à la convergence réglementaire, en tout cas dans les services financiers, au sein d'un accord de libre-échange qui a d'autres objectifs que la réglementation en elle-même. Le troisième volet du TTIP, c'est tout un tas de règles, et notamment des règles de protection des investisseurs. Je ne vais pas aller dans le détail, ça a été très largement couvert par beaucoup d'organisations. Si vous voulez, on peut en reparler dans la session des questions-réponses. Le sujet de la protection des investisseurs, c'est principalement les tribunaux d'arbitrage, les fameux ISDS. En gros, les tribunaux d'arbitrage, ce sont des cours d'arbitrage privés, qui permettent à des investisseurs privés d'attaquer des États parce que des réglementations ont été mises en place qui gênent le libre fonctionnement du commerce entre les zones qui ont conclu l'accord et le non-respect des règles contenues dans le TTIP. Et donc ces tribunaux d'arbitrage sont un moyen d'attaquer, pour les investisseurs privés, d'attaquer les États en dehors des systèmes légaux habituels. Donc en soi, déjà ça paraît quand même assez délirant par nature, hein, parce que pourquoi est-ce qu'on créerait des tribunaux d'arbitrage privés entre les deux régions qui ont probablement les systèmes légaux les plus développés, les plus aguerris, etc. On ne voit pas l'intérêt. Pourquoi est-ce qu'on donnerait des droits supplémentaires aux investisseurs privés ? Ça, c'est une autre chose qu'on dit régulièrement à la Commission par rapport aux ISDS. On est dans une période de crise où ce dont on a besoin, c'est plus de protection pour les citoyens, notamment les plus paupérisés, notamment ceux en plus de difficultés. C'est plus de protection pour ceux qui conduisent des activités commerciales au niveau familial, par exemple, les petites PME, etc. Et là, on va donner de la protection additionnelle aux très gros investisseurs de ce monde, parce qu'il faut quand même pouvoir se les payer, les attaques en tribunaux d'arbitrage privés. Ça, c'est le problème immédiat, qui est un pur problème démocratique, en fait, et un pur problème d'équité de traitement, et de traitement favorable octroyé à des gens qui ont déjà énormément de pouvoir et d'influence. Il y a aussi le risque que, notamment sur le sujet financier, le risque, c'est juste la seule probabilité d'une attaque en justice d'un État. Contre une loi, par exemple, on interdit tel type spécifique de produit qui a été jugé par la société européenne comme désastreux pour la population. On l'interdit. Ce produit financier est désormais interdit. Si ça ne rentre pas dans la logique de libre-échange, de libre circulation, de libre entreprise, etc., de libre circulation des produits et services, la société qui a mis en place ce produit pourrait attaquer les États européens en réclamant des dommages. Et vu les montants dont on parle à chaque fois qu'on parle de services financiers, ces dommages pourraient être énormes. Et donc, avant même de proposer cette réglementation,
eh bien les États pourraient se dire, à cause du TTIP et de nos engagements, on pourrait se faire attaquer, ça pourrait nous coûter des fortunes, on ne veut pas prendre le risque, on ne va peut-être pas faire cette loi. Ou on ne va peut-être pas la faire comme ça. Et donc ça, c'est vraiment un effet qui est terrible, en fait, parce que ça mine la volonté des États à réglementer. La coopération réglementaire, elle risque de miner leur capacité à réglementer. L'ISDS, ça mine même leur volonté de réglementer. Et ce qu'a montré l'histoire, parce qu'il y en a des milliers des ISDS dans le monde, dans tous les accords bilatéraux qu'il y a de par le monde, plus il y a d'ISDS, plus il y a d'attaques, plus il y a de cas. Donc le simple fait de créer la possibilité de tribunaux d'arbitrage privés va forcément conduire à des cas. Et donc à un coût pour les États concernés. Alors, pourquoi est-ce que Finance Watch se préoccupe du TTIP ? Vous devez probablement le pressentir ou le comprendre de mieux en mieux. Je vous ai parlé du contexte de la création de Finance Watch, mais en gros, tout le problème, c'est un problème d'équilibre, ou plutôt même de déséquilibre, dans la représentation des intérêts, entre d'une part les intérêts privés, et d'autre part l'intérêt général au sens large, l'intérêt citoyen au sens large, qui est déjà extrêmement mal représenté dans les sujets financiers, mais si on a le TTIP, on va encore plus aggraver cette situation. Alors, je vais illustrer un tout petit peu plus le sujet de la coopération réglementaire pour que vous voyez bien de quoi je parle. En fait, je ne sais pas si vous savez un peu comment fonctionne le processus réglementaire européen. Ça vaut la peine que je vous dise en 2 minutes comment ça marche ou pas ? Donc en gros, la seule institution qui peut proposer des lois, c'est la Commission européenne. Avant de proposer une loi, la Commission européenne va passer à travers un processus d'analyse, de réflexion, va faire appel à des comités d'experts qui, très souvent, la plupart du temps, en tout cas en finance, sont déjà très déséquilibrés dans ces comités d'experts. Une grande majorité de personnes, soit qui représentent les institutions financières, soit qui sont liées d'une manière ou d'une autre aux institutions financières. Il y a certains groupes d'experts, par exemple le groupe Liikanen, qui, comme par hasard, avait sorti une proposition qui était vraiment intéressante, qui était un peu plus équilibrée. Il y avait notamment la présidente de l'association des consommateurs, il y avait des académiques qui étaient un petit peu plus réformistes, disons, que d'autres. Donc on a déjà des comités d'experts qui sont déséquilibrés. Donc déjà une influence du lobby au moment même où la Commission pense à réglementer et commence à envisager sous quelle forme elle va le faire. Ensuite, la Commission en général consulte. Elle lance des consultations publiques. Alors, je suppose que vous n'êtes pas trop au courant de l'existence même de ces consultations, parce qu'il n'y a pas non plus une publicité massive. En général, c'est les gens qui tournent autour du processus législatif européen qui sont au courant de ces consultations. Dans les services financiers, le déséquilibre, il doit être à peu près à 3/4 des réponses qui sont fournies par les institutions financières. Donc, bon, bien sûr, ça n'a pas vocation statistique, mais ça influence la vie. C'est-à-dire que la Commission commence à définir les lignes de sa proposition législative, consulte sur ses propositions et direct, si ça ne va pas dans le sens des intérêts des industries qui sont concernées, eh ben, ils vont commencer à avoir des arguments qui sortent, qui sont développés, qui sont amenés, etc. etc. Bon, une fois que le processus est fini à la Commission, il y a un texte de loi qui est prêt et qui est proposé au Parlement, d'une part, et au Conseil, donc l'émanation des gouvernements européens, d'autre part, des États européens, d'autre part. Donc il y a un débat des deux côtés pour que chacune des deux institutions, donc les parlementaires d'un côté et les États de l'autre, arrivent à 2 consensus. Et ensuite, en général, ce qui se passe, c'est que la Commission avec sa proposition, le Parlement avec son consensus et le Conseil avec son consensus rentrent dans ce qu'on appelle un trilogue. Et donc c'est une négociation pour arriver à un accord entre les trois. Ce qu'on a vu souvent avec les réglementations financières, c'est que disons que la Commission propose quelque chose qui est là, alors que bon, notre analyse elle serait plutôt quelque part là, quelque chose qui est là.
Le Parlement arrive au fur et à mesure de ces négociations, en négociant vraiment pied à pied, mot à mot, etc. Là, le Conseil nous amène là. Et donc, au final, voilà, on n'a pas réussi à atteindre grand-chose. Mais bon, il y a quand même eu quelques progrès, il ne faut pas être trop méchant. Ce qui est sûr, c'est que ça consomme beaucoup d'énergie, beaucoup de temps de nos représentants, beaucoup de temps des institutions publiques. Donc il y a eu, on ne peut pas dire qu'ils n'ont pas travaillé, ils ont énormément travaillé. Mais le fait est que, à la fois au niveau du Parlement et au niveau du Conseil, là aussi, les différents représentants des États, les différents représentants de partis, nos représentants, discutent avec des représentants de la société civile et des représentants du secteur financier. Mais la balance, elle n'est pas mieux à ce niveau-là. Donc même s'ils disent non, on ne veut pas voir trop d'industrie, le problème c'est ça, c'est la puissance du lobby financier. Il y a une organisation qui fait un boulot d'observatoire du lobby des entreprises à Bruxelles, donc pas seulement du secteur financier, tous les lobbies. Ils sortent beaucoup d'études qui sont très intéressantes, qui s'appellent Corporate Europe Observatory, CEO. Ils ont fait une étude l'année dernière sur la puissance du lobby financier. Ils ont montré, vous voyez le bloc à droite, il y a 1700 lobbyistes du secteur financier à Bruxelles. Donc à supposer, nous on est 13, on n'est pas tous lobbyistes, hein, mais on est 13, donc faisons le maximum. Il y en a peut-être des petits bouts chez les consommateurs, des petits bouts chez les syndicats, des petits bouts chez certaines ONG. Je dis des petits bouts parce que la finance, c'est juste une part marginale de leur travail. Disons qu'on arrive, côté société civile, à 17 personnes. Ça fait quand même 1%. Ça veut dire que nous, quand on parle à un parlementaire, il y a potentiellement 100 lobbyistes qui parlent à 100 autres parlementaires. Donc même avec la meilleure volonté du monde, l'influence de l'argumentaire du service financier, la défense des intérêts des services financiers, va prévaloir. En tout cas, va dominer et risque de gagner et finalement gagne. Et donc, c'est ce qui se passe à la fois au Parlement, c'est ce qui se passe au Conseil. Et vous voyez, il y a un nombre indénombrable d'interlocuteurs. C'est impossible avec trop peu de moyens. C'est impossible pour nous de rencontrer toutes les personnes qu'il faudrait rencontrer, alors que le lobby financier a les moyens de le faire. Si je reviens à mon processus réglementaire, donc une fois qu'on est en trilogue, etc., là, on a peut-être, si on a de la chance, une loi qui est là. C'est pas fini. La loi, ensuite, elle doit être appliquée. Alors, parfois, il y a ce qu'on appelle, ça c'est du niveau 1, parfois il y a du niveau 2. Et là, le niveau 2, c'est en gros, les grands principes ont été fixés, alors dans des textes qui font des centaines de pages, hein, mais les grands principes ont été fixés, il reste des standards techniques à appliquer. Dans les standards techniques, ça c'est discuté au sein de l'ESMA, par exemple, l'Organisation européenne de supervision des marchés financiers. C'est des standards techniques, c'est des discussions ultra techniques. Et là encore, il y a des groupes de stakeholders, il y a des discussions avec les différentes parties prenantes. Et donc là encore, il faudrait être là pour influencer les standards techniques avec lesquels on arrive. C'est terrible parce que c'est pas possible en fait d'être partout. Le processus, il est trop long, il est trop influençable et même au niveau 2, on peut tuer l'esprit d'une loi en fait. Avec le TTIP et avec la convergence réglementaire et les mécanismes de coopération réglementaire, en fait, ce qu'on va faire, c'est qu'on rajoute encore un niveau qui sera encore une fois potentiellement et certainement soumis à l'influence du lobby financier, mais en amont de tout ça. La coopération réglementaire, c'est un moment de discussion entre les régulateurs avant même qu'ils pensent à mettre en place une loi. Avant même que la Commission commence à travailler sur une proposition, elle discute avec ses copains américains et alors ils soumettent aux stakeholders des idées. Et là, le lobby va de nouveau arriver. Et donc on rajoute encore une étape, on rajoute encore un moment où il faudrait se multiplier pour amener nos arguments. Et ce qui est fou, c'est que quand j'ai fait ce point hier de nouveau à la Commission, il y a un monsieur de la Commission qui m'a dit « Mais bon, dans le fond, moi je vois pas le déséquilibre dont vous parlez. Pourquoi vous avez si peur ? Il ne devrait pas y avoir de problème. Et puis vous comprenez bien, c'est pas l'intention. Et donc en fait, la seule chose qu'on se voit opposer en fait à ces craintes, c'est vous devriez pas avoir peur. Mais les faits sont vraiment montrent vraiment plutôt qu'a priori on a raison d'avoir peur.
Voilà, alors si je résume, ce que notre expérience elle nous apprend, c'est que c'est difficile, très difficile, c'est pas impossible, hein, mais c'est difficile, très difficile de faire entendre les voix de la société civile. Il y a trop peu d'organisations qui sont impliquées dans ce débat, et c'est bien naturel, parce que toutes les ONG, tous les syndicats, tous les assos de consommateurs, ils sont déjà occupés sur beaucoup de choses. Ils n'ont pas forcément la capacité financière, humaine, de s'impliquer dans ces sujets-là. Mais on est plusieurs organisations et personnes à essayer d'encourager un plus grand nombre d'organisations à rentrer sur ce sujet. Le processus réglementaire, il est long, il est complexe. Le débat, il est technique et naturellement, du coup, pousse beaucoup de gens et d'organisations en dehors et ne leur permet pas de rentrer. Il est très largement dominé par l'industrie elle-même. Les résultats du processus législatif à ce jour sont très mitigés. Ils sont des résultats à la marge. Et ils sont portés par des sujets plutôt populaires. Je ne sais pas si vous savez, la réglementation sur le capital des banques, ça a été une longue bataille. Il y avait un truc qui était vraiment important, notamment. C'était la mise en place d'un cap sur l'effet de levier que peuvent pratiquer les banques. Et au final, cette mesure, elle a été mise de côté, pas complètement abandonnée, mais elle a été mise de côté. Par contre, les parlementaires ont réussi à faire une sorte de jeu de négociation, de marchandage de dernière minute et à obtenir un cap sur les bonus. Ça n'a rien à voir avec le capital des banques. Mais c'est passé parce qu'il y avait une certaine attention politique qui était possible là et bon voilà, dans un trilogue, ça passait pas de pas accepter ça, quoi. Et donc ils ont tradé l'un contre l'autre. Au niveau systémique, c'est pas que c'est pas important de mettre un cap sur les bonus, mais au niveau systémique, le cap sur l'effet de levier, c'est 1000 fois plus important. Bref. Et donc, bref, tous ces sujets tous ces risques, tous ces problèmes vont être augmentés par le TTIP et les autres accords de libre-échange. Et puis en plus, ça risque de ne pas remplir les objectifs annoncés. Je vais juste vous montrer une petite citation avant de vraiment terminer sur la suite. Ça, c'est quand même une citation qui est intéressante et qu'on essaie de rappeler souvent. C'est un économiste de la Banque des règlements internationaux qui disait il n'y a pas très longtemps que en résumé, plus de croissance, c'est pas bon. Plus de croissance dans la finance, c'est pas bon pour la croissance dans l'économie. Et en gros, ce qu'on voit arriver, ce qu'on voit se passer sous nos yeux, ce qu'on voit encourager avec les accords de libre-échange comme le TTIP, c'est un accroissement des marchés financiers, un accroissement de la taille des acteurs financiers au nom de la concurrence et de la libre circulation des services et des capitaux. Et donc, c'est un vrai problème parce qu'en fait, c'est contre-productif par rapport aux objectifs annoncés qui sont de favoriser la croissance et l'emploi. Alors voilà, donc ça c'était pour... On a un de nos chercheurs qui nous fait des petits dessins sympathiques. Et donc là, c'est juste pour illustrer le fait. Donc ça, c'est deux acronymes, Capital Market Union, CMU, TTIP, c'est agité comme la solution pour résoudre les problèmes de croissance et d'emploi. Et donc on se moque un petit peu de ça parce que définitivement, c'est pas comme ça qu'on va réussir à retrouver croissance et emploi. En tout cas, c'est ce que nous pensons profondément et que nous démontrons à un grand renfort d'arguments techniques et autres. Alors, où est-ce qu'elle en est la négociation du TTIP ? Elle est toujours en cours, à mi-chemin, nous disent les gens de la Commission. Le prochain round de négociation, il y en a à peu près tous les 2 mois, c'est mi-juillet, à Bruxelles. Vous savez sûrement qu'il y a une opposition grandissante qui grandit avec le niveau d'information aussi des organisations et des citoyens sur ce sujet, et des médias, parce que les médias n'ont pas beaucoup aidé sur ce sujet-là non plus. Et ce qui est amusant de voir, moi je le vois dans les débats à la Commission par exemple, ou les prises de parole à la Commission, mais c'est très noir ou blanc. C'est en gros toutes les grosses industries, tous les gros représentants des différents secteurs sont pour, super pour, et tous les autres sont soit très 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 mitigés, soit carrément contre. Et c'est vraiment soit l'un soit l'autre, quoi. Alors il y a une partie qui est une zone grise et qui pourrait aider à faire basculer un peu le débat, c'est les PME. Parce que la Commission est complètement à court d'arguments sur le TTIP pour essayer de le vendre. Et sa nouvelle arme, c'est de promouvoir tout l'intérêt du TTIP pour les PME. Sauf qu'il commence à y avoir certains groupes de PME qui disent non mais en fait, nous, on ne voit pas du tout l'intérêt pour nous. On ne voit pas parce que, oui, de fait, il y a 90-95% des PME qui ne sont même pas engagées dans du commerce international. Hein. Donc le TTIP, pour eux, ça ne change rien. Pire, ça pourrait même les menacer s'il y a des
gros encore plus gros qui se retrouvent plus protégés par ces accords de libre-échange. Alors la Commission fait très attention à tout l'exercice de transparence, mais il est quand même sans arrêt menacé. Et puis ça reste très insuffisant. Il y a le Parlement européen qui travaille sur un avis. Il y a un parlementaire qui lead, un parlementaire allemand qui s'appelle Lange, qui lead ce rapport qui devrait être voté à la mi-juin. Alors ça devrait émettre des avis qui sont quand même, qui vont permettre de faire progresser un peu le débat, mais bon, on n'y est pas encore totalement. Et puis une fois que les négociateurs seront arrivés au bout, une fois que les accords seront signés, ça devra quand même être ratifié par tous les parlements nationaux. Alors bon, il y a encore un risque que ça puisse ne pas être le cas, mais normalement ce sera le cas. Donc c'est quand même pas gagné cette histoire, mais ça ne veut pas dire qu'il faut baisser les bras, il faut vraiment s'engager, parler de ça, parce que les risques sont vraiment monstrueux. Et donc nous, côté Finance Watch, on a une approche sectorielle. Donc notre approche, c'est de dire on ne veut pas du TTIP dans les accords de libre-échange et ne veut pas des services financiers, dans les accords de libre-échange, ni dans les Market Access Rules, donc pas plus de libéralisation, ni dans la coopération réglementaire. C'est pas la place d'une coopération réglementaire, ça n'a rien à faire dans un accord de libre-échange, ça va conduire que à une réduction des standards, c'est évident, et ça va augmenter la prégnance du lobby financier, ni dans les ISDS, on ne veut pas que des sociétés d'investissement, que des banques puissent contester des réglementations qui ont été mises en place afin de protéger les citoyens européens d'une prochaine crise et des conséquences d'une crise ou d'agissements néfastes sur des consommateurs et des citoyens. Donc voilà, alors il y a plein d'organisations qui travaillent là-dessus. On peut en parler, il y a plein de campagnes. Pour les représentants d'organisations qui sont dans la salle, je ne sais pas si vous y êtes déjà, mais il y a des réunions régulières de la société civile en marge des négociations. Donc je suppose que la prochaine réunion, ce sera quelque part au mois de juillet. Après une grosse mobilisation sur les ISDS, maintenant la mobilisation elle est surtout sur la coopération réglementaire, parce que c'est le nouveau gros sujet qui prend l'essentiel des négociations. Le dernier round à Washington était principalement concentré sur la coopération réglementaire. Donc il faut qu'on travaille là-dessus pour démontrer tous les dangers de cette coopération réglementaire. Je suis 2 fois plus bavarde que ce que je croyais. J'ai été beaucoup plus longue, donc je suis désolée, puis à la fois comme ça j'ai pu couvrir tous les sujets que je voulais couvrir. Donc voilà, j'en ai terminé. Merci. Merci Aline. Je propose qu'on passe aux séances de questions-réponses. Donc si vous pouviez lever votre bras, et je vous laisserai le micro. Et si vous pouvez juste être assez concis dans vos interventions pour que le maximum de personnes puissent s'exprimer. Ouais, je suis désolée que certains aient déjà à partir, que j'ai parlé autant. Merci. À bientôt. Merci beaucoup pour cet exposé. Je voudrais me porter sur le domaine économico-social, parce que la Confédération européenne des syndicats a déclaré qu'il n'y avait aucune garantie quant à la création d'emplois plutôt que de bénéfices qui seront versés aux actionnaires sous forme de dividendes, diminuant encore la part des salaires. Et comme c'est le prétexte de l'accord, la croissance et l'emploi, Pierre Defraigne, qui est directeur général honoraire à la Commission européenne, professeur au Collège d'Europe et à Sciences Po Paris, a déclaré « L'argument de la croissance est peu convaincant. J'ajoute que cette croissance marginale pourrait être accompagnée de pertes d'emplois, car les gains iraient davantage aux actionnaires qu'aux travailleurs. » De plus, d'autres études, l'étude de Werner Radza et celle de la Tufts University, ont démontré qu'il y aurait une forte diminution du commerce intra-européen. Il y aurait vraiment un bouleversement des termes de l'échange. Donc on prévoit que ce commerce intra-européen pourrait baisser de 20 à 30%. Ce qui a fait dire aussi à Jérôme Capaldo de la Tufts University que le TAFTA ou le TIP entraînerait sur 10 ans des pertes nettes en termes d'exportation, des pertes nettes en termes de PIB
évidemment des destructions d'emplois, une diminution de la part des salaires dans le partage de la valeur ajoutée, une baisse des salaires, une baisse des recettes fiscales, et donc une instabilité accrue et une accumulation des déséquilibres financiers. Ce qui veut dire démantèlement de l'État social, même les indemnités de chômage risquent de diminuer, les pensions également, etc., etc. Oui. Donc je crois que la question, c'est que finalement, on se dirige vers une... ne pensez-vous pas qu'on se dirige vers une distribution de la richesse du bas vers le haut plutôt que du haut vers le bas? De fait, vous couvrez des sujets beaucoup plus larges que ceux sur lesquels je me suis concentrée, hein, mais ça ne fait que renforcer ce que je disais, il me semble, et puis, ou en tout cas ce que je racontais ne fait que compléter ces analyses beaucoup plus macro-économiques, ces analyses en termes d'impact social. Il y a plein d'études, en effet, vous en avez cité quelques-unes et quelques personnes qui font un boulot remarquable là-dessus. Il y a aussi, donc je citais Corporate Europe Observatory, il y a ETUI qui a fait cette étude qui s'appelle, pour ceux d'entre vous qui veulent aller plus loin, The TTIP's Impact, Bringing in the Missing Issue. Donc en gros, c'est des études d'impact faites par la Commission européenne et donc qui démontrent que ces études sont probablement, sont pas bien fondées, sont pas bien faites, qu'il y a tout un tas de coûts, notamment des coûts sociaux, des coûts sur l'emploi qui sont pas pris en compte. Il y a aussi le Transnational Institute qui fait un boulot remarquable. Il y a beaucoup d'organisations qui abondent dans le sens que vous mentionnez. Clairement, ce qu'il nous semble, c'est que, et ça, ce qu'on a dit clairement, c'est qu'aujourd'hui, que ce soit l'union des marchés des capitaux, que ce soit les accords de libre-échange, etc., on a des gros doutes que ça résolve le problème de la croissance et de l'emploi. En revanche, il y a des choses qui doivent être faites pour résoudre le problème de la croissance et de l'emploi, et c'est la gestion du problème de plus en plus grave et criant des inégalités en Europe. Et effectivement, c'est certainement pas ce que ces approches vont permettre de faire. Ouais. Bonjour, merci. Je voudrais poser une question concernant CETA, parce que CETA, les négociations sont terminées, et c'est déjà signé entre le président de la Commission européenne et le président du Canada. Et je suppose, je ne sais pas, vous pouvez peut-être répondre, parce qu'on dit toujours que CETA ou TTIP, c'est une copie de CETA. Alors, toutes ces choses que vous avez dit là sont sûrement compris également dans CETA. Oui. Alors maintenant, et c'était également, moi je pense que la Commission européenne, elle focalise beaucoup sur TTIP et tend à faire oublier CETA. On dit maintenant, on est très transparent, on discute avec les sociétés civiles et les gens et tout est possible. TTIP sera très bon et on pourra encore changer, on pourra faire n'importe quoi pour satisfaire les citoyens, alors que CETA, c'est seulement dans le tiroir et attend la ratification par le Parlement européen. Que ce soit un contrat mixte ou non, c'est pas encore connu non plus pour CETA. Non, vous avez tout à fait raison. Il y a beaucoup d'organisations qui disent exactement la même chose que vous, que ce soit à Bruxelles ou ailleurs. C'est occupons-nous de CETA parce que celui-ci, il est en cours de ratification. Alors, c'est pas tout à fait exact. En fait, pour l'instant, ils sont en train de retravailler le texte pour qu'il soit tout bien rédigé, puisqu'apparemment, il y a encore pas mal de problèmes dans la rédaction. Et donc, ils sont en train de rédiger le texte. Ensuite, il va y avoir le travail de ratification. Donc, si je ne me trompe pas, ça doit être ratifié par tous les chefs de gouvernement, par tous les États. Et donc, il n'est pas encore mis en place. J'ai un doute maintenant par rapport à ce que vous dites. Est-ce que la ratification est-ce que ça doit être seulement voté par le Parlement européen ou aussi par les États membres? Ça, je ne suis plus sûre. C'est comme pour le TTIP. C'est pas encore clair. Donc voilà, du coup, effectivement, parler des problèmes et des dangers du CETA,
c'est aussi important parce que on a un texte qui est là, qui est voté, qui est conclu, sur lequel on peut s'appuyer, mais aussi ce qu'on peut encore bloquer, parce qu'il n'est pas encore ratifié par tous les États et pas encore voté par les parlements. Ce qui est intéressant de voir, c'est que CETA, sur les services financiers, il est un tout petit peu mieux que TTIP, potentiellement. Il est un tout petit peu mieux parce que, alors dans le TTIP, il y a un truc dont je ne vous ai pas parlé et que la Commission agite assez facilement, c'est ce qu'ils appellent un prudential carve-out. Ça veut dire qu'un certain nombre de règles ne s'appliqueraient pas aux réglementations prudentielles du secteur financier. Mais seulement si les réglementations prudentielles ne sont pas plus burdensome than necessary, donc pas plus pesantes que nécessaire. Et c'est tout. Alors que dans CETA, il est mentionné que la réglementation doit permettre de protéger l'intégrité d'une institution financière spécifique, donc par exemple en cas de crise, pour éviter une contamination à tout le système par exemple, et doit permettre aussi d'interdire certains produits et services. Donc c'est un petit peu mieux dans une certaine mesure, mais on peut pas crier à la victoire avec ça. Mais vous avez tout à fait raison, CETA doit attirer l'attention. Le TISA aussi, qui est cet accord multilatéral qui s'intéresse seulement aux services, mais bon, les services c'est beaucoup de choses, et donc aux services financiers. On n'a pas encore énormément d'informations sur cet accord, mais c'est en cours de discussion. Mais le TTIP, c'est assez emblématique en fait. Donc, et ce qui est intéressant, c'est qu'il y a vraiment une très très grosse mobilisation qui grandit, et ça ne s'arrête pas de grandir. Donc il faut quand même construire là-dessus, mais effectivement pour parler d'autres accords qui sont tout aussi dommageables. Juste une petite question un peu économico-philosophique. J'ai cru comprendre que vous êtes pour la croissance. Alors, je représente une organisation qui ne discute pas ce sujet-là. C'est-à-dire qu'on prend les objectifs politiques qui sont croissance et emploi, et puis on discute les outils que vous mettez en place. Est-ce que vous pensez vraiment que ça va permettre d'atteindre ces objectifs? Et donc on discute sur l'outil finance et sa réglementation, comment est-ce qu'il permet ou pas d'atteindre un certain nombre d'objectifs. Parmi nos membres, en revanche, on a pas mal d'organisations qui ne sont pas nécessairement des défenseurs de la croissance. Puis après, moi, j'ai mes vues personnelles là-dessus. Et vous, personnellement? Moi, personnellement, je suis arrivée au bout de mon analyse, et je pense qu'effectivement, la croissance, c'est plus possible, quoi. pour de nombreuses raisons, mais voilà, c'est tout à fait personnel comme point de vue. Merci Aline. Je veux d'abord te féliciter pour la présentation. Merci. Et pour le travail que Finance Watch fait. Mais je pourrais plus encore ajouter des détails en plus dans ton histoire. Mais en fait, j'ai une question. Tu disais en fait, la prochaine crise, les États devraient les sauver. Et alors moi, je me pose maintenant, est-ce que les gouvernements ont encore des fonds, vu leur surendettement, d'être là pour la prochaine crise? Non, vu le hold-up de 2008. En fait, comment est-ce qu'ils pourraient le faire en fait? Et de deux, tu as fait son analyse sur les dettes. Mais sachant que la création monétaire, là, il y a les dettes, il y a les avoirs aussi. L'argent est créé par des dettes. Donc chaque fois, si j'ai un surendettement, j'ai trop d'avoirs aussi. Donc est-ce que, là, je question en fait, est-ce que toi, tu as une position là-dessus? Et comment est-ce que, parce que si je dois lutter contre les dettes, je dois lutter contre le trop d'avoir aussi. Les uns sont liés. Ouais. Ils sont liés. Ouais. Donc pour le rôle des États, d'abord, il n'est pas souhaitable que les États aient à intervenir. Donc ce que je voulais souligner, c'est qu'on a mis en place tout un tas de systèmes qui sont censés protéger les finances publiques, mais vu la tête du secteur financier, ça ne suffira pas. Et le problème, c'est qu'effectivement, on a asséché les caisses des États pour payer la crise financière. Il ne faut quand même pas l'oublier, quoi. Il y a eu des sauvetages massifs. Il y a encore par exemple, la Belgique, Luxembourg, je ne sais pas combien, mais le sauvetage de Dexia, il y a encore, je risque de dire des bêtises, 50 milliards de garanties sur Dexia, dont 2 tiers sont portés par la Belgique.
Donc ça veut dire que si tout le processus de gestion de l'entité qui reste de Dexia fonctionne pas, qu'il y a des pertes trop importantes, l'État va encore devoir mettre au pot. Et pour payer les premiers sauvetages, ceux de 2008, ceux de 2011, pas seulement celui de Dexia, il y en a eu des nombreux en Europe pour éviter un écroulement de tout le système en gros. Pour payer ces sauvetages, les États se sont endettés et ont réduit leurs dépenses. Et d'où les politiques d'austérité, etc. D'où le surendettement des États. Donc oui, effectivement, il n'y a plus d'argent. Donc je ne sais pas ce qui va se passer s'il y a une nouvelle crise de la même ampleur qui explose. Enfin, franchement, non mais c'est un vrai problème. Hein. Moi, des fois, ça m'empêche de dormir. Je sais pas du tout. Alors les plus optimistes disent, au moins comme ça, on pourra mettre en place enfin les réglementations et les idées sur lesquelles on travaille depuis tellement longtemps. On n'a pas voulu nous entendre depuis 7 ans. Peut-être que cette fois, ce sera évident, je ne sais pas. Après, sur le sujet de la création monétaire, je voudrais dire 2 choses. D'abord, le fait que, effectivement, ce sont les banques qui créent l'argent par le crédit. On a confié aux banques commerciales ce pouvoir et cette responsabilité de créer l'argent par le crédit, d'où le fait qu'il y ait des réglementations, d'où la justification de réglementations suffisamment contraignantes pour qu'elles ne fassent pas n'importe quoi avec cette création monétaire. Les réglementations sur le niveau de capital des banques sont particulièrement importantes dans ce processus. Si on a des réglementations, comme c'est le cas aujourd'hui, qui peuvent être interprétées avec une liberté hallucinante et qui permettent du coup de créer des masses d'argent hallucinantes, bien au-delà de ce que le système économique peut porter, oui, on se retrouve avec une société, une économie qui a trop de dettes, qui est artificiellement gonflée, quoi. Donc ça, c'est une chose. L'autre chose, c'est qu'effectivement, le crédit a été utilisé, il y a eu quand même un intérêt politique derrière. Le crédit a été utilisé pour prendre le relais, pour soutenir la croissance, pour prendre le relais d'un pouvoir d'achat qui ne suivait pas et qui avait tendance à diminuer, notamment dans les classes les plus pauvres de la population. Donc oui, on a été beaucoup trop loin dans la capacité à créer du crédit. Et donc trop loin dans la capacité des banques à faire du levier. Après, il y a aussi le sujet des dérivés qui viennent enfler les bilans des banques. Et là, c'est autre chose. C'est pas de la création monétaire en soi. En tout cas, pas le type de monnaie dont on est en train de parler. Mais c'est aussi un autre problème. Alors, s'il y a encore des questions, oui, monsieur. Hier soir, j'ai suivi une émission à la télé ARD allemande. Alors, on a fait le bilan de NAFTA entre le Mexique, les États-Unis et le Canada. Bon, si vous feriez un rapport comme ça, on dirait non à type. Parce que tout est négatif. Il n'y a rien de positif. Les ouvriers américains, ils gagnent moins. Ils sont plus pauvres. Les Mexicains, de toute façon. Donc, ce que le président Bill Clinton a dit au début, c'était vraiment comme Mme Merkel et d'autres. C'est, comment dire, c'est le ciel, c'est le paradis, le type. Parce que c'est nouveau, ils ne savent pas exactement ce qui est derrière. Et il faudrait faire un rapport aux Européens, ce que représente le NAFTA. Après 20 années, et voir la misère et le système social au Mexique, surtout au Mexique, mais aussi avec le Canada. Au Canada, quelque part, il y a un milliardaire ou un millionnaire privé qui a un pont au Canada. C'est près de Detroit. Hein? Maintenant, le gouvernement canadien dit ce pont est trop étroit, il faut faire un autre à côté. Alors le milliardaire dit non, ça c'est mon pont, c'est mon argent. Je vous accuse pour 3,5 milliards de dollars. Ça, c'est les fameux ISDS. Ouais. Merci pour la présentation intéressante. Je voulais revenir sur votre comparaison au début de la tasse de café.
que Ouais. le TTIP... C'est une citation qui vient de ce rapport-là. Ah, d'accord. Ouais. Parce que ça peut donner l'impression que même si ce n'est qu'une tasse de café par jour ou par semaine ou par mois, elle est toujours bonne à prendre, surtout pour celui qui aime le café. Or, est-ce qu'il ne faudrait pas réfléchir ou souligner que le résultat qui a été produit, il a été produit avec des données qu'on a bien voulu entrer dans un programme qui, on sait, on sort ce qu'on entre. Donc, de ce côté-là, il y a déjà manière à donner un coup de pouce. Le deuxième point, c'est que même si c'était vrai, c'est une moyenne. Et il y en a qui gagnent, il y en a d'autres qui perdent. Donc, il y en a qui ont peut-être 2 tasses de café, et il y en a d'autres qui n'ont aucune ou qui doivent payer pour la deuxième tasse de café des autres. Et le troisième point, c'est qu'on parle d'un ensemble économique, l'Union européenne et les États-Unis, où il y a 2 monnaies différentes, le dollar américain et l'euro. Même plus, hein, parce qu'il y a les autres monnaies hors zone euro aussi. Pardon ? Il y a aussi les monnaies hors zone euro, c'est pas une Oui, négociation ça, de la c'est zone vrai. euro. Ouais. Et ce que je voulais dire, entre l'an 2000 et 2015, le taux de change entre le dollar américain et l'euro, il a changé beaucoup, beaucoup plus que ce qui serait normal entre des économies qui sont similaires. Il a même changé du simple au double, vous le savez. Hein. Donc ça, c'est matière à... Si d'un côté on parle d'apport positif tellement petit qu'une tasse de café par semaine, c'est le symbole pour dire que c'est minime, du millipoil, où il faut même croire qu'il existe. D'un autre côté, il y a un instrument extrêmement puissant, c'est le taux de change, qui a, comme j'ai dit, en 15 ans, il a changé du simple au double. Donc on est dans des domaines tout à fait différents et le TTIP est pratiquement négligeable. De ce côté-là, point de vue apport d'aspect positif économique. Juste pour revenir à ce que vous disiez, monsieur, sur les conséquences de NAFTA, il y en a plein d'autres des expériences d'accords de libre-échange. Pas forcément toujours du même type que ceux qui sont en négociation maintenant, parce que c'est un peu nouveau, tous les trucs de coopération réglementaire. Mais il y a beaucoup d'organisations, du coup, beaucoup d'associations qui travaillent depuis longtemps sur ces accords de libre-échange et qui démontrent tout ça. Et donc, il faut les relayer, en fait. Hein. C'est tout le sujet. C'est que, heureusement, il y a des émissions comme celle que vous mentionniez. Il y a aussi, sur Arte, il y a régulièrement des émissions là-dessus qui se font les relais, certains journaux. Mais quand même, on n'en entend pas énormément parler dans la presse, etc. Donc, il faut vraiment en parler. Vous avez tout à fait raison. Et alors, sur vos questions, monsieur, et remarques surtout... En fait, c'est exactement ce que je voulais dire. C'est d'abord de dire, non seulement, une tasse de café, oui, on pourrait dire, c'est bon à prendre, ouais. On pourrait dire ça, mais bon, en ce moment, c'est pas d'une tasse de café par semaine dont on a besoin, hein, c'est un petit peu plus que ça. Et surtout, de nouveau, toute la partie de la population, c'est peut-être la moitié, 2/3 de la population en Europe qui est quand même dans des conditions qui sont parfois dramatiques. Mon propos, c'était de dire, non seulement c'est que dalle hein, par rapport à l'enjeu aujourd'hui, mais la façon dont cette tasse de café a été estimée est très contestable et très contestée, parce que les modèles utilisés, etc., parce que l'intention finale et autres. Et surtout, mon propos, c'était de dire, le gain, il est minime par rapport au risque monstrueux qu'on encourt. Je vous ai donné l'exemple des services financiers sur les conséquences que ça a, sur le fait que dans le futur, on risque de ne pas faire plus que ce qu'on a fait en termes de réglementation, et donc de retourner dans le même cercle vicieux dramatique dans lequel on s'est retrouvé, qui a fait l'explosion de la crise, etc. Mais il y a aussi le risque sur la démocratie, et sur le fonctionnement de la démocratie, qui est déjà bien mis à mal, on l'a vu, voilà. Donc l'équilibre risque-bénéfice, il est risque-bénéfice, quoi. Et la répartition des gains, oui, certainement. La façon dont c'est amené, c'était un peu un clin d'œil à la façon dont la Commission européenne fait la publicité autour des bénéfices attendus du TTIP, donc les 450 € par famille, surtout d'ici 2020 et quelques. Donc c'est un peu un clin d'œil à ça, mais ça prend comme supposé qu'il y a une redistribution absolument parfaite des bénéfices économiques de tout ça.
on voit très bien que c'est pas comme ça que l'économie fonctionne aujourd'hui. Donc oui, il n'y aura pas de répartition égalitaire égale de ces bénéfices auprès de tout le monde. Et l'autre truc qui est amusant, je ne sais plus où j'ai entendu ça, mais il y a quelqu'un qui disait il n'y a pas très longtemps à la radio, si on additionnait tous les bénéfices annoncés de tous les accords de libre-échange qui ont été négociés, conclus depuis toutes ces années, on en serait à des 30, 40, 50% de croissance, quoi. Parce qu'à chaque accord de libre-échange négocié, on a des super bénéfices attendus. Pour votre grande question macroéconomique, j'avoue que je ne vais pas rentrer dans cette discussion-là, mais ce que je voulais amener comme propos, c'est effectivement les enjeux auxquels on fait face aujourd'hui, les enjeux économiques, sociaux, les risques posés par le système financier notamment. C'est pas avec le TTIP qu'on va y arriver, quoi. Il y a plein d'autres approches politiques, économiques, sociales qui doivent être mises en place et qui pourraient être des solutions bien plus efficaces. Merci Aline pour ton message et pour ta clairvoyance et celle que tu partages avec nous et tes recherches aussi. Je pense que c'est un peu des sociétés comme Étienne qui sont dans la bonne direction. Quel avenir allons-nous laisser à nos enfants? La terre, la fonte des calottes glaciaires, la pollution, de tout ça on n'en parle pas. On fait de l'argent avec l'argent, mais la réalité, et la tasse de café, peut-être que bientôt on ne pourra même plus la boire. On boira du soja transgénique et on n'aura pas le temps de soigner notre cancer, donc on réinversera la courbe de la vieillesse. Donc je suis assez émue par ton message et je voudrais savoir par rapport à toute cette globalisation, où positionnes-tu le poids et l'influence de la Chine et du Middle East, de ces acteurs financiers qui sont énormes et qui ont un mot à dire dans tout cela? On est tourné vers les États-Unis, mais en fait tout se passe de l'autre côté. Et l'Afrique? Ouais, bon, je ne suis pas une grande spécialiste des équilibres géopolitiques et économiques internationaux, mais bon, ce qui est sûr, c'est que le TTIP, une des justifications politiques, c'est qu'on doit renforcer la zone Europe et États-Unis pour être mieux positionné dans notre concurrence vis-à-vis des autres régions du monde, et notamment la Chine émergente, etc. Enfin, la Chine émergente, on n'est plus dans l'émergence depuis le temps. Donc oui, tout ça rentre dans une logique, mais c'est cette course à la concurrence concurrence absolue qui est dommageable, parce qu'elle pousse des pratiques qui font fi des règlements, ou qui essaient de se débarrasser de réglementations qui sont trop contraignantes pour permettre à des institutions privées de mieux se faire concurrence sur les marchés internationaux. C'est un problème. En attendant, si je ne me trompe pas, les secteurs financiers dans ces régions du monde ont quand même relativement mieux tenu qu'aux États-Unis et en Europe, parce qu'ils avaient des réglementations qui étaient un petit peu plus strictes que nous, non ? Me semble-t-il. Donc voilà. Je ne suis pas sûre que l'Europe et les États-Unis soient un modèle pour ces régions en termes de finances. Bon, j'ai pas beaucoup d'autres choses à dire. Si, quand même, sur ce que tu disais au début, l'impact de tout ceci, la financiarisation d'absolument tout, le fait qu'on on fait quand même des actifs financiers avec tout et n'importe quoi maintenant, hein, c'est complètement délirant. Il y a un reportage qui est très très intéressant et très bien fait, qui a été publié produit par Arte, qui s'appelle La financiarisation de la nature. Il est génial, hein. Il est vraiment excellent. Moi, il m'a mis un bon coup dans le derrière au début de l'année aussi. Et ça va être d'autant plus intéressant ce débat parce qu'il y a la fameuse COP21, là, vous savez, le sommet international pour l'environnement, pour protéger l'environnement et le climat. Nous, depuis quelques mois, à Bruxelles, on n'arrête pas de voir des événements qui sont organisés par des institutions, des sociétés privées, des sociétés d'investissement, etc., sur comment la finance va nous sauver des problèmes climatiques. Et c'est vraiment
le credo du moment, quoi. On va appeler les marchés des capitaux à la rescousse pour investir là où il faut. Et donc, bon, il y a peut-être des choses qui sont bien là dans la réflexion de dire oui, il y a du capital qui part dans le charbon ou dans le pétrole. Bah, s'il était dans l'éolien, ce serait peut-être un petit peu mieux, mais comment on va faire ça ? Qui va définir les critères de qu'est-ce qui est mieux et de ce qui n'est pas mieux. Et puis les marchés du carbone, on voit très bien que ça ne marche pas. Et tous les marchés de compensation pour des destructions de biodiversité quelque part. Alors, c'est des droits à détruire, ces trucs-là, quoi. Une entreprise va détruire une espèce d'un côté et puis va acheter des parts d'une société de préservation d'une autre espèce de l'autre, voilà. Et comme ça, c'est bon, on peut y aller. Enfin, et il y a tout un marché financier autour de ça, c'est assez fou. On espère pouvoir conduire une analyse chez Finance Watch des mécanismes financiers qui sont derrière tout ça. Donc c'est préoccupant, oui. Pour le coup, tous les sujets alimentation, agriculture, donc pesticides, OGM, environnement, protection je sais pas, tout un tas de pratiques durables, agriculture paysanne, protection contre tout un tas de pratiques néfastes, toxiques, etc. Ça, c'est très très bien couvert par beaucoup d'associations dans le cadre de la campagne contre le TTIP. Il y a les Amis de la Terre qui travaillent beaucoup là-dessus, il y a Greenpeace qui travaille beaucoup là-dessus, enfin toutes les grosses organisations environnementales travaillent là-dessus, et même les petites d'ailleurs. Sur toutes les conséquences potentielles néfastes de ces accords de libre-échange sur notre santé, sur notre bien-être. Voilà. Donc ça, il y a beaucoup de choses à utiliser et à diffuser, quoi. Voilà. Merci. Moi, je voulais dire juste un mot. Il y a presque tout le monde qui est parti maintenant, mais nous avons co-organisé ça avec Etiga. Nous avait demandé un accord co-organisé. Donc, le comité s'appelle Stop TAFTA Luxembourg. Il y a encore des listes pour signer contre. Si par hasard encore quelqu'un est ici qui n'a pas encore signé la liste européenne contre ces traités. Et on peut également s'inscrire chez nous pour avoir des informations. Notre comité, il envoie régulièrement des informations à ceux qui se sont inscrits. Je voulais juste dire ça parce qu'effectivement, aujourd'hui, nous avons eu un bon aperçu sur l'aspect financier. Et cet aspect financier à lui seul suffit pour refuser tous ces traités. Alors qu'il y en a beaucoup d'autres. Ouais. Hier soir, il y avait une conférence de Greenpeace justement sur l'aspect dans l'agriculture, sur les problèmes dans l'agriculture. Et tout ça est absolument aberrant. Et le film qu'on avait vu, c'était organisé d'ailleurs aussi par Etika, le film sur la financiarisation de la nature. Il a été, ça fait 3 semaines, je pense, qu'on a pu le voir ici. Tout ça est complètement fou, ce qui se passe actuellement dans le monde. Et les traités avec l'Afrique, maintenant, c'est l'Europe qui va détruire les bateaux qui sont utilisés par les migrants, par les gens qui veulent venir vers l'Europe parce qu'ils ont perdu leurs existences en Afrique. Mais l'Europe force les pays africains de signer des accords avec des accords de libre-échange avec l'Europe, justement pour exploiter encore plus ces gens, et ces gens-là perdent leur existence. Merci. Une petite information amusante pour les germanophones. J'ai vu ce matin sur Internet, il y a un site allemand qui s'appelle nachdenkseiten.de. Certains le connaissent sans doute, moi je vais le consulter pratiquement tous les jours aujourd'hui. Il y a dans les informations du jour, en dernière position, un extrait ou une présentation d'un cabarettiste allemand, Volker Pispers, sur l'argent et le capital. Pour ceux qui comprennent l'allemand, ça vaut la peine. Ça passe un message, ça fait sourire, c'est dur, c'est agressif, mais ça fait sourire quand même. Et c'est de la bonne information. Merci. Je voulais revenir sur une petite porte que vous avez ouverte sur ce qui pourrait faire que les gens
réagirait et que la Commission finirait par écouter le message de la société civile, c'était les PME. Je pense effectivement que c'est la clé. Et que, justement, vu qu'on a une représentante de Stop TAFTA ici, je pense que rien qu'au Luxembourg, on pourrait réveiller le reste de la société qui ne s'est pas encore réveillée, parce que j'ai eu une discussion il n'y a pas longtemps avec un des représentants de l'UEL, l'Union des entreprises luxembourgeoises, et je lui ai demandé, mais sincèrement, comment est-ce que vous pouvez prétendre que ces accords vont aider les PME? Et il m'a répondu, mais vous savez, les PME, c'est aussi des sociétés de 150 salariés. Ce qui veut dire clairement qu'une société de 150 salariés, qui est encore toute petite, pourrait voir un intérêt. Mais ce qui veut dire, comme message sous-jacent, en fait, que les autres entreprises, non, elles n'auraient pas d'intérêt. Et ils le savent très bien. Et je pense qu'en fait, pour l'instant, l'UEL, la Chambre de commerce représentent surtout les grandes entreprises. Mais par contre, les PME ne peuvent plus se sentir représentées par l'UEL, à mon avis, dans ce débat-là. Et je pense qu'on a un travail à faire auprès des PME. Je pense au secteur de l'Oresca, qui a quand même une fédération qui pourrait peut-être faire quelque chose. Et si on arrivait en fait à persuader rien que les représentants de l'Oresca de venir à une conférence pour s'informer et d'informer les gens qu'ils représentent, on pourrait faire avancer les choses. Et je pense qu'au niveau des PME, il y a quelque chose à faire, vraiment. S'il y a des gens qui sont prêts si vous êtes prêts à agir là-dessus, je peux vous donner 2 contacts importants à mon avis là-dessus. Un monsieur qui est en Allemagne, qui lance une campagne, en tout cas qui essaye de faire émerger une campagne des PME européennes là-dessus, par groupe. Donc il y a déjà une fédération de PME allemande qui s'est exprimée publiquement. Il y a aussi un monsieur de l'Union des classes moyennes belges francophones qui s'est exprimé il n'y a pas longtemps. Il n'y a pas encore de position officielle de l'institution qu'il représentait, mais il a déjà amené un certain nombre de faits, d'explications, de considérations qui disaient clairement, dans une très large mesure, les PME sont non seulement pas concernés, mais probablement impactés négativement par ces accords. Donc j'ai l'impression qu'il va y avoir une responsable de campagne qui va bientôt être nommée en France sur ce sujet-là, et aussi en Angleterre. Donc il y a un réseau qui est en train de se constituer au niveau européen là-dessus, donc moi je serais très contente de partager les contacts. Ouais. Merci de toute votre explication, c'est très enrichissant. Moi, je vais juste répondre ou ajouter un peu plus les commentaires de madame. Concernant cette soi-disant trouver des stratégies comment confronter cette situation, auquel c'est une bonne idée, les PME, et c'est vrai, les entreprises sont des acteurs qui couchent l'économie, donc c'est vrai, ils seront les premiers touchés, alors pourquoi pas, c'est vrai, aller dessus. Alors, mais comment aller dessus? Ou comment les appeler? Parce que si on voit bien qu'il y a pas mal de réunions, de plusieurs organisations, c'est vrai, tous y font, ils sont dans cette bataille. Mais le problème que je trouve qu'il y a presque une misinformation, une désinformation, dans le sens qu'il n'arrive pas tout le monde. Seulement des petites acteurs. Moi, de temps en temps, moi, je vais et je trouve presque les mêmes personnes. Donc, je vois que peut-être je me demande si vraiment, si on est dans un jeu, et moi, je trouve que voilà, on suit juste excuse-moi, les mots peut-être c'est trop imprudent de dire comédie. Excuse-moi parce que n'est pas vu que les associations doivent bouger, alors donc nous, l'audience, on vous suit et voilà. Mais à part cela, je trouve que le fait que déjà CETA est à la porte d'être approuvé,
et même au moins dans cette bataille, pourquoi pas au Luxembourg, Madame avait mentionné que le Luxembourg pourrait être vraiment un exemple, puisque, étant donné que c'est un petit pays, peut-être que la population peut-être pourrait être plus sensible à se unifier et à lutter. Ouais. Oui, mais alors au Luxembourg, on pourrait au moins nous unifier pour réclamer une souveraineté, un exemple. Étant donné que si ils ne n'ont pas consulté aux résidents, aux citoyens luxembourgeois pour les États, pour moi, prendre comme un point de bataille. Bah, ce serait certainement très bien. Mais je voudrais quand même dire, je crois que pour le coup, les accords de libre-échange, et notamment le TTIP, sont probablement ce qui est le moins discuté en petit cercle. Je crois que de plus en plus, il y a quand même tellement d'organisations, de tellement de natures différentes, comme je disais tout à l'heure, qui s'inquiètent de ces accords de libre-échange dans ces différentes dimensions, qu'on a justement la possibilité d'être dans un débat qui est beaucoup plus ouvert, qui implique beaucoup plus de personnes et d'organisations, et de dire clairement à tous ceux qui nous représentent et dans les médias, etc., que y a quand même un problème. Pourquoi est-ce que les syndicats, les consommateurs, les organisations de défense de l'environnement, les organisations de lutte contre la pauvreté, des think tanks qui ne sont pas des bandes de gauchistes, hein, il y a un monsieur tout à l'heure qui citait Pierre Defraigne, c'est pas du tout des gens qui sont des communistes ou je sais pas quoi, hein, c'est juste des gens qui ont réfléchi un petit peu et qui se disent non mais ça va pas. Et donc si on arrive à montrer que tout ça, toutes ces organisations, ces personnes, toutes les personnes aussi qui sont ce qu'on appelle les intellectuels ou je sais pas, des académiques, comme vous voulez, qui se disent c'est quoi ce truc, qui posent des questions soit globales, soit bien spécifiques sur le TTIP, si on arrive à démontrer et mettre vraiment en avant et sur la place publique toute cette opposition, ça deviendra de plus en plus difficile pour les institutions et les parlements de continuer ou de ratifier ces accords. Le truc qui m'étonne un peu avec le Luxembourg, c'est que, enfin en tout cas, en même temps, c'est peut-être pas la partie germanophone qui est la mieux représentée aujourd'hui, mais en Allemagne, la campagne, elle est probablement en Allemagne et en Autriche, c'est là où les campagnes anti-TTIP sont les plus avancées et où il y a le plus d'accès dans les médias sur ces sujets-là, où c'est le mieux couvert. Donc je pense que du côté germanophone, il doit y avoir quand même une certaine... D'ailleurs, la conférence d'hier était en allemand, et c'est vrai que si on regarde sur le Luxembourg, tout ce qui a été émis comme documentation, bon, comme tu le sais, l'allemand est quand même plus dominant en écrit en tout cas, ouais. Même si on fait un peu l'exception. Ouais. Donc oui, mais c'est sûr, c'est pas le même niveau d'engagement qu'en Allemagne. Ouais. Voilà. En tout cas, merci Aline pour ta... Donc, juste pour rebondir un peu sur ce qu'on avait dit, notre prochain rendez-vous, ce ne sera pas ici, ce sera à la Cinémathèque le lundi 1er juin, où on va justement traiter de la question des migrations dans les circonstances dramatiques que nous avons pu voir ces dernières semaines, mais plutôt ces 10 ou 15 dernières années, parce que là, ce qu'on a vu ces dernières semaines, c'est juste un coup de projecteur sur un drame quotidien. Et donc, on va montrer le documentaire Les Messagers, qui va justement traiter donc, de témoignages d'Africains qui sont venus en Europe. Et on va donc le prolonger avec un débat justement sur les questions qui ont amené ces personnes à s'endetter très lourdement auprès de leur famille sur plusieurs années pour utiliser des passeurs, pour risquer leur vie pour venir en Europe, entre autres parce qu'on leur a imposé justement des accords de libre-échange qui ont détruit leur économie et donc profondément appauvri ou ruiné des populations entières. Donc ça sera le lundi 1er juin, et sinon un peu plus optimiste, nous rendons rendez-vous aussi jeudi 18 juin, donc cette fois-ci ce sera ici à l'Altrimenti, où nous traiterons cette fois-ci de comment la finance peut aussi, ça arrive aussi de temps en temps, permettre de relier à la fois des hommes et de permettre l'accès à la terre à des personnes qui n'en ont pas les moyens. Donc on va s'inspirer d'expériences belges, allemandes et françaises, de coopératives sociales qui donc permettent d'un côté à des agriculteurs de louer des terres à un tarif abordable pour
produire donc de l'alimentation sous forme paysanne et biologique. Et de l'autre côté, à des personnes qui sont des investisseurs privés, d'investir dans une part de terrain, donc un investissement de type père de famille, et qui permet donc, de faire ce que normalement les banques devraient faire, c'est-à-dire de soutenir l'économie réelle, mais comme on le voit aujourd'hui, c'est plus vraiment le cas. Donc voilà, c'est une initiative citoyenne et privée, donc qui sera inspirée donc de 3 expériences étrangères, donc Régionale verte pour l'Allemagne, Terre de Liens pour la France et Terre en Vue pour la région Wallonie-Bruxelles. Voilà, je vous remercie et je vous dis donc aux prochaines fois.